Bonjour à tous. Et oui, c'est vrai, on n'est jamais content. Souvenez-vous, juste avant Noël, la neige, on aurait fait n'importe quoi pour la voir tomber. Manque de peau, il n'y en avait pas. Et puis quand arrive le printemps, on est plutôt content de la voir fondre parce que la montagne va redevenir accessible. C'est le début de la saison des randonnées. Alors pour fêter le printemps, nous avons choisi 5 de nos plus belles randonnées. Ou plutôt 4, car la 5e, c'est vous qui l'avez choisie sur les réseaux sociaux. Vous verrez ça tout à l'heure. Chronique d'en haut, spécial rando, spécial printemps. C'est parti. Au sommaire de cette émission, nous irons en Oisans admirer les lacs étincelants et fragiles du Taillefer. Puis nous découvrirons en Italie 2 incontournables belvédères sur le sommet du Mont Blanc. Nous poursuivrons dans les Pyrénées au cirque de Gavarnie, depuis les cascades jusqu'aux crêtes. Enfin, et c'est la randonnée pour laquelle vous avez été nombreux à voter, nous partagerons un instant de vie unique avec les marmottes du parc des Écrins. Mais tout d'abord, cap sur le Mont Viso. Véritable pyramide de pierre, le Mont Viso domine le massif du Queyras et abrite une curiosité inattendue, le premier tunnel transalpin, objectif de notre sortie. Direction donc le soleil des Hautes-Alpes, à quelques pas de la frontière italienne, et c'est dans la vallée du Haut-Guil que la randonnée débute. Allez, un petit raidillon là. Et enfin, le spectacle. Et je crois qu'on va avoir une belle surprise. Après 1 heure de marche, nous voilà au pied de celui que les Italiens appellent El Rei di Pietra, le roi de pierre. Ah, c'est magnifique, hein. Et voilà, ça jette, hein. Ouais. Et puis alors bien placé au centre de la vallée avec son glacier là-haut. C'est ça, bah ça c'est la carte postale du Viso pour les Queyrassins, c'est la face ouest. Et en plus c'est la face côté français, mais c'est quand même italien ce qu'on voit. Voilà, elle regarde le français, mais elle est entièrement en Italie cette montagne. Ouais. Quelle altitude déjà? 3841 mètres. Ah, quand même. C'est presque un 4000 quoi, à peu de choses près. C'est presque un 4000, mais en fait, il est vraiment isolé des autres montagnes, parce que toutes les autres montagnes sont au minimum 500 mètres plus bas. Ouais. Donc il sort, si tu veux, vraiment comme un seigneur dans le secteur. C'est vraiment le seigneur des Alpes du Sud, quoi. Et quand on parle, on dirait que c'est charnel, quoi. Ouais, c'est de l'amour, hein. On y a mis de la sueur, un peu du sang aussi, là-bas, par là-haut. Ouais, hein. c'est donc de l'amour. Et pour ceux qui, comme moi, ne souhaitent pas faire les 1200 mètres de dénivelé d'un seul coup, surtout en cette fin de journée, le refuge du Viso est une halte idéale pour passer la nuit et contempler l'impressionnante face ouest du maître des lieux. Sur la terrasse du refuge, je découvre le topo guide de Guillaume, un topo d'un genre nouveau. Ça se voit hein, quand on lit ça. C'est rare quand même de rire en lisant un topo guide. T'avais vraiment envie de faire rire les gens. Hein. Il y a plein de vannes, il y a plein de blagues. Tu te prends pas au sérieux, quoi. Mais merci, c'est pas si courant que ça dans le milieu de la montagne. Écoute, franchement, c'est vraiment la manière qu'on a, nous, de faire de la montagne, ensoleillée, joyeuse. Sans se prendre au sérieux. Voilà. On n'est pas dans des montagnes difficiles, on est dans des montagnes accessibles à tous. Alors, gamin, ne vous perdez pas avec l'ancien topo, perdez-vous avec celui-ci. C'est le mot d'ordre pour que les gens le lisent. Ben bravo. Alors que certains se lèvent tôt, très tôt, pour faire le sommet du Mont Viso, d'autres préfèrent dormir un peu plus et aller moins haut. Ben voilà, salut les amis, si on a une drôle de tête, c'est parce qu'il est 6 h du matin et on vient de dormir dans ce refuge. Je vous fais faire le petit tour du propriétaire, donc là derrière, vous allez le voir, là voilà, ça c'est le Mont Viso, parce qu'il faut appuyer là. T'as bien dormi toi? écoute, raisonnablement, nuit de refuge. Oui, bien surtout on avait réussi à éviter les ronfleurs, ça c'est bien. Direction donc la Bouche du Viso, nom donné au plus vieux tunnel des Alpes, construit il y a plus de 600 ans. Traversette. Un tunnel aussi surprenant que pratique, car il permet la traversée de la frontière franco-italienne en évitant de monter sur l'abrupte crête de la Traversette. Mais attention, le tunnel est accessible seulement à la fin de l'été, lorsque la neige qui obstrue son entrée a fondu. Et donc, faut connaître, hein. Il est où ce tunnel? C'est ça? Voilà. Ah, oui. Bon, on va y aller. Par contre, on va s'habiller parce que... Allez, un po' di speleologie. J'adore. Là Adesso parliamo italiano, eh?
No comprendo, but no complicato non plus, donc je devrais m'en sortir. Il faut peut-être enlever le sac ou pas? Ouais, on va tomber le sac pour le petit passage acrobatique là. Construit au Moyen-Âge avec l'accord du roi de France qui avait alors annexé le Dauphiné, ce tunnel servait aux échanges commerciaux, contournant ainsi de lourdes taxes douanières. Après, ça se dégage bien grand là. Là, je pense qu'on a à peu près le sol qui avait d'origine là, taillé dans la masse, avec la hauteur d'origine. Et tu vois, c'est à peu près la largeur pour faire passer une mule. Ah, c'est calculé comme ça? Voilà, c'est vraiment pour le commerce alors qu'ils ont creusé ce tunnel? Complètement. Pour faire passer des convois muletiers. Ouais. 2 mètres de haut, pas besoin de trop haut. Par contre, t'as vu très large. Ouais. Parce que les mules battaient, elles faisaient jusqu'à 2,50 m de large, quoi. Et 60 mètres plus loin, on découvre le ciel italien, déjà bien chargé. Ah, il y a du brouillard, dis donc. Plus de nuages en Italie. Voilà, on est en Italie. Ça y est. Et il fait pas beau d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est ça la nebbia. Alors la nebbia, c'est cette couche de nuages qui fait un peu mer de nuages, qui peut monter très haut jusqu'aux crêtes. C'est la plaine du Pô, là, qu'on voilà, voit. Hein. C'est ça. Très humide. Donc dès que le soleil du matin tape, ça fait monter les nuages. On dit que, pour chambrer un peu, on dit que les Italiens font cuire les pâtes. Maintenant, c'est à vous de jouer pour réaliser la randonnée du tunnel du Viso, direction Ristola, dans le Queyras. Prenez ensuite le sentier du refuge, puis celui de la Traversette pour un total de 1200 mètres de dénivelé. Un conseil, n'oubliez pas votre frontale pour traverser en Italie. Avec ses 4810 mètres, le Mont Blanc est la plus haute montagne d'Europe occidentale. Véritable seigneur du massif alpin, il attire autant les alpinistes que les randonneurs à la recherche des plus beaux panoramas, des plus beaux levers de soleil sur son sommet. Nous partons en direction du massif du Mont Blanc dans la vallée d'Aoste en Italie. Alors qu'en France, seule la face nord s'offre à nous, les Italiens peuvent profiter d'une vue imprenable sur les 3 autres versants du Mont Blanc, ouest, sud et est. Un véritable privilège. Et pourtant, en arrivant à Courmayeur, je ne m'attendais pas à cette vue-là. Ici, le Mont Blanc est dans tous les esprits, sur toutes les affiches, sur toutes les lèvres. Seul petit problème, quand on est à Courmayeur, le Mont Blanc, on ne le voit pas. Devant nous, il y a le Mont Chétif qui porte mal son nom parce qu'il est plutôt imposant et qui cache parfaitement le Mont Blanc qui est derrière. En revanche, on voit la dent du géant et la pointe Elbronner. Alors, une question, d'où peut-on voir le Mont Blanc dans la vallée de Courmayeur? C'est à partir d'Entrèves, juste au-dessus de Courmayeur, que je vais arpenter le Val-Veny et le Val-Ferret à la recherche du fameux point de vue. J'arrive donc sur le premier promontoire au-dessus du Val-Veny et malgré la pluie, je ne perds pas espoir d'entrevoir le sommet italien du Mont Blanc. On n'a peine à imaginer que ça, devant moi, c'est le Mont Blanc. Parce que du côté français, il est plutôt rond, il est plutôt doux, même s'il y a des glaciers et qu'il est impressionnant grâce à ces glaciers. Mais alors là, c'est vraiment un pic. On part de 1700 mètres dans la vallée et on monte quasiment directement jusqu'à 4810 mètres. Et puis face à moi, il y a le glacier du Brouillard, qui est dans le brouillard, bon, très bien. Et le glacier de Fresnay. Et le sommet du Mont Blanc, il est juste dans les nuages. Évidemment, pas question de monter jusqu'au sommet. Alors je préfère entamer la descente et emprunter le sentier du Tour du Mont Blanc pour rejoindre le refuge de Maisonvieille, où Luciana et Giacomo sont les gardiens des valeurs de la gastronomie italienne. Voilà les spaghettis. Mais aussi les gardiens de ce panorama unique. C'est ce qui m'a frappé beaucoup quand je suis passé du côté italien, c'est le côté sauvage de la vallée qui entoure le massif. Mais ici, il n'y a pas grand-chose, il y a des petits hameaux, des petits villages, des sentiers, il n'y a presque rien au pied du Mont Blanc. Oui, c'est vrai. Spécialement du côté de la Val-Veny, quand tu es là au lac Combal avec les pyramides calcaires, ça c'est toujours une chose vraiment particulière. Et je pense que ce côté ici de la Val-Veny et le côté de la Val-Ferret, ils sont les 2 balconnets plus beaux, plus jolis du monde. Du monde. Du Mont Blanc. La fin de journée approche et les nuages commencent à s'accrocher au relief. J'espère tout de même pouvoir assister dès demain matin au lever de soleil sur la face est du Mont Blanc, côté italien. Je reprends donc illico mon sac à dos et la direction du refuge Bertonne, au-dessus de Courmayeur et du Val-Ferret. La montagne est parfois bien injuste. Pour toute récompense de ma peine, il semble que les nuages se soient donné le même objectif que moi, effaçant en quelques minutes le Mont Blanc du paysage. Bonjour. Lorenzino? Au moins vais-je rencontrer Lorenzino, le gardien du refuge.
Buongiorno. Ça va? Est-ce qu'on peut voir le Mont Blanc de ce côté? Il faut monter un petit peu. On va aller le voir avant qu'il se couvre complètement alors. Lorenzino est un homme petit par la taille, mais grand par l'expérience et la sagesse. Je vais donc pouvoir lui poser ma question idiote préférée. À qui il appartient le sommet du Mont Blanc? Le sommet du Mont Blanc, pour moi, il appartient à l'humanité. Et je trouve ridicule ce que, par une carte, ils vont dire ici les Français, ici c'est l'Italie. Bah, moi, j'ai jamais vu des gendarmes qu'une fois que je passais sur un versant ou sur l'autre, ils me demandaient la carte d'identité. Et ça, c'était formidable. Encore une fois, pas de chance. Le sommet du Mont Blanc ne semble pas vouloir se dévoiler. Et avant l'orage, Lorenzino m'invite dans son refuge pour goûter à sa spécialité. Alors, ça c'est la polenta Valdôtaine. C'est la polenta Valdôtaine. Et pourquoi elle est Valdôtaine? On met le fromage sur la polenta. D'accord. C'est de la fontaine. Et il faut goûter. Eh ben on va goûter. Bon appétit. J'espère qu'une chose, c'est que demain matin, je pourrai voir le lever de soleil sur le Mont Blanc. Je suis un peu venu pour ça, mais c'est mal parti parce qu'il commence à pleuvoir là. Merci Lorenzino. Merci à vous. Eh bien, moi qui voulais voir un lever de soleil sur la face italienne du Mont Blanc, ce ne sera pas pour aujourd'hui, hein. C'est dommage. La face cachée du Mont Blanc gardera toujours une part de mystère pour moi. Tant mieux, ça m'obligera à revenir. Et voilà tout simplement ce que je n'ai pas pu voir. Alors j'espère que vous aurez plus de chance que moi en venant ici. Depuis Chamonix, traverser le tunnel du Mont Blanc jusqu'à Courmayeur. De là, deux départs. Le premier à l'ouest vers le refuge de Maisonvieille pour atteindre le belvédère du Valveny. Le second à l'est, en direction du refuge Berton, suspendu à 600 mètres au-dessus du Val Ferret. C'est magnifique, hein? Au-dessus de la mer de nuages, nous sommes déconnectés de la vie d'en bas et prêts pour un voyage en altitude, prêts à explorer les secrets d'un espace naturel exceptionnel. Dominant Grenoble, le Taillefer est à la fois une montagne et un massif entre Vercors, Beldonne et Oisans. Nous l'attaquons par le versant est, depuis le petit village d'Ornon, juste au-dessus de Bourdoisan. Remontant le fil de l'eau, nourri par la fonte des neiges, nous arpentons le sentier de grande randonnée GR50 et avalons les 800 mètres de dénivelé qui nous séparent d'une merveille du Dauphiné, un plateau suspendu à 2000 mètres d'altitude, le splendide plateau des Lacs. Un petit air de toundra, de lande écossaise qui se serait égaré au cœur des Alpes, un paysage unique en son genre comme j'en ai rarement vu dans nos montagnes. Au pied de la pyramide du Taillefer, l'endroit pourrait s'appeler le plateau des 1000 lacs. Justine, engagée pour la protection de ce site sensible, connaît le coin sur le bout des doigts. On les voit bien là, les lacs. Effectivement, il y en a une myriade. Pourquoi est-ce qu'ici, particulièrement, on a tous ces lacs sur ce plateau? Alors en fait, il y a 12 000 ans, il y avait un glacier partout autour qui recouvrait tout le plateau et toute la zone, toutes les pentes. Toutes les vallées aussi. Voilà, toutes les vallées. Il y a eu un réchauffement en fait, donc les glaces ont fondu et en se retirant, ça a fait des frottements. Ça a créé des petites cuvettes partout sur le plateau qui était assez plat déjà. Quand tu parles de micro-lacs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on peut imaginer qu'avant, tout ça c'était un lac et que la végétation a progressé vers l'intérieur petit à petit. Alors dans les zones assez hautes, on va rester à ce stade-là, mais dans les zones qui peuvent être un peu plus basses en altitude, les lacs vont pouvoir se transformer en forêt. Ouais. Petit à petit, la végétation gagne du terrain. C'est terrible ce que tu dis, il n'y a rien de permanent. Tout se transforme. Même pas un lac de montagne magique. Sur le long terme, tous ces lacs vont donc disparaître, absorbés par la végétation. Et pour une fois, ça n'est pas la faute de l'homme. C'est l'évolution naturelle des fameuses tourbières, ces prairies jaunâtres, gorgées d'eau. La tourbe, c'est de la terre végétale. C'est comme un rocher végétal, en fait. Comme un rocher végétal? Comme de la roche. Ouais. C'est une accumulation de débris végétaux
qui ne se dégrade pas. Et la tourbe, en fait, joue le rôle de filtre de l'eau. Donc toute l'eau qui tombe quand il pleut, qui peut être un peu chargée en polluants, etc., se retrouve filtrée par la tourbe et donc donne des sources d'eau potable d'une qualité exceptionnelle. Longtemps perçues comme des zones putrides et maléfiques, les tourbières ont été asséchées en zone urbaine. En montagne, elles sont aujourd'hui menacées par la fréquentation touristique, celle des randonneurs indisciplinés qui aiment sortir des sentiers balisés, bref, par les gens comme vous et moi. Justine, pourquoi c'est si important de rester sur les sentiers quand on est dans une zone de tourbière comme ça? En fait, on a des milieux qui sont très fragiles tout autour, que ce soit les tourbières ou les landes à myrtille, les landes ARL. Et si c'est piétiné, en fait, les végétaux, ils meurent. Et on détruit un habitat très rare, un milieu naturel très rare. Donc il vaut mieux rester sur les sentiers quand on se balade. Bah, c'est ce qu'on fait. Même si parfois c'est assez tentant d'aller hors des sentiers battus. Forcément. Pour admirer les lacs et les tourbières, nous vous proposons de réaliser une boucle sur le plateau suspendu du Taillefer. Au départ du village d'Ornon, suivez le balisage en direction du lac Fourchu, apogée de la randonnée. Le retour s'effectue en récupérant le GR50 en direction du refuge du Taillefer jusqu'à Ornon. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le cirque de Gavarnie est un amphithéâtre parfait dominé par la mythique brèche de Roland, l'objectif de notre randonnée. Direction le département des Hautes-Pyrénées, tout au bout de la vallée d'Ossou, au pied de cette immense barrière faisant frontière avec l'Espagne. Le village de Gavarnie est le point de départ inévitable pour découvrir ce lieu spectaculaire, mais très fréquenté. L'accès au fond du cirque peut se faire à pied ou à dos de mulet, une tradition séculaire. Moi, je choisis d'y aller à pied. En 1h30, je rejoins l'hôtellerie du cirque, un lieu unique, hors du temps, tenu par Olivier, héritier d'une longue histoire. Salut Olivier. Salut Laurent, justement, je t'attendais. Ça fait très longtemps que ta famille est à Gavarnie comme ça? Ah oui, nous on a le terrain ici depuis 1840 à peu près. Ah oui, ce qu'il y a d'incroyable ici, c'est qu'on perd toute idée des perspectives. On n'a plus de point de repère tellement que c'est grand. Hein. La grande cascade là, elle est plus haute que la tour Eiffel. La tour Eiffel fait à peu près 300 mètres il me semble, par là, et celle-ci fait 422 mètres. Ce qui en fait la plus grande cascade d'Europe. Inspiré par la beauté du lieu, Victor Hugo écrivait « C'est l'édifice le plus mystérieux des architectes. C'est le colosséum de la nature, c'est Gavarnie. » Je décide de continuer en direction de la fameuse brèche de Roland. Et pour cela, je récupère le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis Gavarnie, où j'ai retrouvé Mathéo. Il va me guider sur cette très longue randonnée. Après 1300 mètres de dénivelé, le refuge de la brèche de Roland sera déjà une belle étape. Le cirque de Gavarnie est un livre ouvert sur l'histoire géologique des Pyrénées, en particulier sur l'origine irréfutable de la formation sous-marine des roches présentes ici, sous nos pieds. Alors je vais te montrer, on a une pierre très révélatrice de la présence des fossiles ici, sur ces calcaires. Ah oui, là par exemple, là, tu vois, là tu as une huître. Donc elle est bien marquée, on voit bien le contour. Ah vraiment, et on a l'impression qu'elle est encore là d'ailleurs. On voit un banc d'ammonite. Ouais, et là c'est flagrant, c'est pas une histoire d'imagination, hein, ça se voit vraiment. Ça a gelé cette nuit, hein? Ah ouais. Et là c'est déjà en train de dégeler. Hein. Ouais. Tu feras gaffe parce qu'il y a quand même Il y a encore un peu de glace. Franchement Mathéo, c'est tout simplement incroyable comme paysage. On se le prend vraiment dans la figure ici, hein. C'est vertical, torturé, austère et magnifique en même temps. Impressionnant. Voilà près de 5 heures que nous sommes partis. Nous faisons une courte pause au refuge, l'un des plus hauts des Pyrénées, gardé avec amour par Lionel qui mène ici une drôle de vie.
On a l'impression que c'est qu'il faut aimer le fait d'être un peu ermite, d'être un peu seul. Pas du tout, tu as du monde tout le temps, exactement. Presque jour et nuit. Là, des fois, on aimerait bien être gardien de phare pour quelques jours. Ouais. Histoire de voir personne, parce que là, il y a vraiment il y a du monde tout le temps. Ouais. Ouais. Et donc, tu es sur un chemin dit de grande randonnée qui traverse la frontière, alors? Voilà, si on mure la brèche, on met des parpaings, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Nous laissons Lionel car le mauvais temps est en train d'arriver depuis l'Espagne. Nous remontons la Morenne en direction de la Brèche, qui serait l'œuvre, paraît-il, d'un seul homme, Roland. Pris en embuscade par les Sarrasins, il aurait fracassé son épée contre la paroi, créant ainsi la célèbre brèche. Un dernier ressaut nous sépare de la porte sur l'Espagne. Difficile d'imaginer qu'auparavant, on y parvenait par un immense glacier. Ah ça doit être le vestige d'un glacier, ça. Mais là, ouais, ça me fait mal un peu. J'y suis passé encore cet été, mais je vois que même avec la fin d'été, ça continue à fondre, quoi. Sculptés par la glace pendant des millénaires, les Pyrénées sont aujourd'hui un massif particulièrement minéral, où seuls subsistent quelques vestiges de la dernière glaciation. Et ben voilà, la brèche de Roland. On y est. En plein hiver. Ouais, déjà... Quelle altitude ici? 2008, hein? 2807 mètres, précisément. Ouais. Avec du vent. Et ben on ne se demande pas pourquoi c'est classé à l'UNESCO. C'est un grand site de France et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Ça doit amener beaucoup de monde. C'est grâce à l'UNESCO qu'on a autant le vent en poupe dans les Pyrénées. Ah oui, ça, le vent en poupe, je te confirme, on l'a bien là. D'ailleurs, on ne va pas attendre que la neige recouvre tout le chemin parce que c'est en train de tenir, hein, la température a baissé, il se met à geler. On y va? Allez. T'as vu, ça tient hein, maintenant. Là, ça y est, c'est parti là. La promenade de la cascade du Cirque est accessible à tous. Comptez environ 1h30 de marche pour parvenir à l'hôtellerie et 30 minutes de plus pour aller jusqu'au pied de la cascade. La montée à la brèche de Roland est une randonnée plus difficile. Alors pour profiter au mieux de la magie des lieux, prévoyez de passer une nuit au refuge. Voilà la dernière randonnée de cette émission et c'est vous qui l'avez choisie. Pas étonnant car quoi de plus attachant que ce petit animal, la marmotte, véritable symbole de l'arrivée du printemps. Destination le Champsaur dans les Hautes-Alpes, au cœur du parc national des Écrins. Notre balade débute au sud du village de Prapic, une promenade facile pour les grands et surtout les petits qui souhaitent observer sans peine cette petite boule de poil. Depuis le village, je remonte le fil de l'eau avec un spécialiste de la marmotte, Fabrice, accompagnateur en montagne. Il m'amène dans le splendide vallon du Saut du Lair, entre les troupeaux de moutons, les pelouses alpines et une faune étonnante. À la fin de l'hiver, les marmottes ont un appétit sans fin. C'est donc la période idéale pour espérer les approcher. Et d'après Fabrice, tout autour de ce rocher, c'est le spot mondial de la marmotte. Moi, je demande à voir. 2 heures plus tard. Un peu de patience. Fais le cri de la marmotte qui a faim. Ou qui a trouvé à manger plutôt. Faut pas que je me trompe parce que je pourrais lui dire quelque chose qu'elle interpréterait mal. Attention. Ah. T'as répondu là. Alors un seul cri, tous aux abris. Ouais, donc c'est pas Ça veut dire que là, danger. Donc là, tu vois, j'ai dû me tromper. Ça va être l'accent. Oh, ça y est, ça sort. Regarde, juste derrière. Voilà. Ah oui, derrière moi. Alors celle-ci, c'est Joséphine, hein, donc elle est sympa. Elle est apprivoisée par l'office de timide. tourisme du Champsaur. Ah bah Joséphine, ouais, c'est connu. Et tu sais que je n'ai jamais vu de ma vie une marmotte d'aussi près. C'est vrai? Ouais. Tu veux pas te tourner un peu? Montre-nous ton meilleur profil. Donc il faut bien dire qu'on ne nourrit pas les animaux sauvages. On ne nourrit pas les animaux sauvages, il a dit. Hein. Même si ça leur fait plaisir. Hein. C'est comme un enfant à qui tu donnerais des bonbons et du chocolat toute la journée. Ah, il sera content, mais il y aurait des problèmes. Comme c'est un herbivore, elle digère très très mal le sucre, notamment le saccharose, et ça lui donne du diabète, tout bêtement. Évidemment, la marmotte, elle, ne le sait pas. À peine a-t-on sorti un truc à grignoter qu'elle franchisse les limites. Ah oui. Voilà, attention, vous allez voir un accompagnateur qui va se faire bouffer l'oreille par une marmotte.
Tiens, prends-le. Ça va, C'est pas cocotte? possible, mais c'est pas possible. Ah ouais, non, Elles mais ça, sont c'est mon dingues. œil, ça, c'est mon nez. Elles sont dingues. Regarde, voir, c'est là que ça se passe. Allez, on finit le chocolat. Humble et patient. Je te laisse finir. Allez. La marmotte n'aura pas mangé de chocolat et ne doit pas en manger. Cette randonnée est parfaite pour une sortie en famille. Depuis le village de Prapic, accédez en moins d'1 heure au plateau de Charnières, terrain de jeu des marmottes. Et n'hésitez pas à poursuivre jusqu'aux impressionnantes chutes du Saut du Lair. Alors si vous aussi ça vous démange, comme moi, retrouvez toutes les informations pratiques qui vous permettront de réaliser ces magnifiques randonnées. Il n'y a rien de plus simple, c'est sur la page Chronique d'en haut sur france3.fr. Cette émission est terminée, je vous souhaite à tous une excellente saison estivale en montagne. Rendez-vous sur les réseaux sociaux comme d'habitude pour discuter et pour la rediffusion sur TV5 Monde. Excellente semaine à tous.